Allez, on a attendu un petit peu plus de 2 minutes, on va pouvoir démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là de si bonne heure pour ce dernier jour des assises. Je sais que c'est pas évident et je pense qu'on aurait peut-être dû avoir plus de monde. Donc un grand merci à vous. Et je vous présente toutes mes excuses pour ma magnifique voix fluette et mélodieuse de ce matin. J'ai pas chanté, promis, j'ai pas fait de karaoké, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais bon, c'est comme ça. Mais heureusement, moi je pose les questions, je n'y réponds pas. Je vais demander à mes 3 invités de se présenter avant toute chose, et puis ensuite on entrera dans le vif du sujet. Anne. C'est toi qui commence. Ah oui, évidemment. Mais avec un micro. On perd l'habitude. Bon, Anne Souvira, commissaire divisionnaire honoraire, ancien chef de la brigade d'enquête sur les fraudes aux technologies de l'information, et en retraite, mais toujours encore un petit peu active. Jérôme Seize, je suis consultant en gestion de crise. J'ai fait beaucoup de pilotage de grandes crises. Et Axel Castado, donc directeur national des crises des systèmes d'information à la SNCF, et je suis en charge du pilotage des crises, qu'elles soient d'origine accidentelle ou cyber. Des crises numériques. Et de mon côté, moi je travaille chez Kering et entre autres sujets, je suis process owner de la gestion de crise pour les équipes IT du groupe Kering. Alors tout d'abord, pour introduire le sujet, voilà, on voulait parler des réactions à avoir en cas d'attaque, que faire dans l'immédiat, dans le plus long terme, etc. En cas d'attaque, on va dire majeure. Là, on sort du contexte du tout venant. On est dans le cas d'un incident vraiment majeur avec un impact fort, quel qu'il soit. Que faire dans ces cas-là ? On parle d'une situation de crise en général. Donc tout d'abord, je voudrais vous demander de me donner chacun votre version, votre définition personnelle d'une crise. Pour moi, la crise, c'est lorsque il n'y a pas de process, lorsque les process ne permettent plus de gérer l'événement et lorsqu'il y a un impact fort sur l'activité ou l'image ou les personnes. Mais là, on parle de crise d'origine numérique, donc c'est un peu plus rare. Eh bien, pour moi, c'est quand les infrastructures et les ressources utiles au métier eh bien, sont défaillantes, mais défaillantes inaccessibles ou quasi inaccessibles. Alors, je suis complètement aligné, donc je ne vais pas me répéter. Donc, mon principe, c'est plutôt quand on rentre en crise, c'est quand, et je vais le dire de manière un peu formelle ou provocateur, c'est quand il y a une salle de crise, une conférence de crise qui est ouverte, et donc quand il y a un début, une fin et une intensité à la crise, et l'intensité va définir finalement notre niveau de réponse. Donc c'est après, début, une fin et une intensité. Pour mettre tout le monde d'accord, l'ANSSI a une définition aussi. Donc si vous lisez le PACS avec la portée gestion de crise notamment, et c'est donc une déstabilisation soudaine, violente. Donc il y a une notion aussi de cinétique. Ça arrive rapidement et c'est violent. Et d'origine cyber dans le cas qui nous intéresse. Et j'ajouterais aussi qu'en général, on a c'est le côté pas prévu. Le côté, on n'a pas de scénario, on n'a pas de playbook. Ou en tout cas, il y a au moins une partie où on n'a pas les actions immédiates. Axel, tu parlais de montée d'une cellule de crise comme partie de ta définition. Quels seraient les objectifs de cette cellule de gestion de crise ? Alors, le principe général dans la gestion de crise, c'est de monter un dispositif pour répondre à une situation exceptionnelle, on vient de le dire. Et ça dépend énormément de votre niveau de maturité, de votre organisation, de l'historique, etc. Mais il y a quand même des constantes. Et à mon sens, la constante principale, c'est d'abord d'avoir identifié des acteurs qui vont être en charge du pilotage et de quelques rôles spécifiques dans la gestion de crise. Donc ça, c'est vraiment pour moi le premier invariant. Et ensuite, autour de ces acteurs, construire un collectif de gestion de crise, parce que c'est quelque chose qui se fait en groupe, dans la durée, et donc c'est pas simplement le pilote qui va traiter le sujet, pour aller sur la résolution de la crise.
Alors, il y a deux cas finalement, et c'est pour ça que j'ai envie de dire il y a deux cas derrière. Il y a premier cas dans la gestion de cette salle de crise, il y a est-ce que j'ai des scénarios, et dans ce cas-là, ce groupe-là va rentrer dans une logique d'application des scénarios, et la mission principale, ça sera d'avoir une intelligence de situation pour naviguer autour de ce scénario et d'aller sur des principes de gestion de crise, je sais pas, comme la transparence, je dis ce que je fais ce que je dis, je rencontre sur ce que je fais, etc. Donc c'est un premier cas. Il y a un deuxième cas qui est pour moi le cas le plus courant, il n'y a pas de scénario, et là on rentre dans cette équipe va devoir s'adapter. Alors, je le dis, c'est le cas le plus courant. Il ne faut pas être choqué, il ne faut pas être dérangé avec ça. Il ne faut surtout pas être stressé, parce qu'il y a déjà assez de stress dans une salle de crise pour ne pas rajouter du stress à des situations. Donc là, il va falloir travailler ensemble pour identifier les objectifs de la sortie de crise avec des invariants métiers. Et mes invariants, moi, c'est l'activité ou le stream, chacun apporte ça de sa manière, mobilisation, compréhension de l'attaque, plan de défense, plan de reconstruction, la com, parce que ça dépend à qui on parle, et ça j'insiste sur ce volet-là, et un autre volet sur lequel, et puis donc les obligations légales aussi, évidemment, et un dernier sur lequel j'insiste et qui pour moi est essentiel, c'est l'anticipation, et donc ça va être un peu les invariants avec un effort pour cette cellule, dans ce cas sans scénario, certainement sur ce volet anticipation et ce volet raisonnablement pessimiste du groupe dans la construction des scénarios. J'ai un plan A, qu'est-ce qui se passe après, ou j'ai plusieurs plans d'entrée. Donc voilà, ça c'est toutes ces missions de cette cellule de crise. 100% des crises que j'ai gérées n'avaient pas de plan, il y avait vraiment strictement rien, c'était quelque chose d'inédit, et je n'ai jamais vu de PCA ou PRA sorti sur la table, et encore moins utilisé. Donc généralement, on est plutôt dans ton second cas de figure. Je voulais juste ajouter une petite chose, c'est qu'en fait, il faut vraiment avoir identifié les éléments déclencheurs de votre cellule de crise. Parce que la cellule, elle ne se met pas comme ça en place toute seule. Alors, donc les éléments déclencheurs, c'est super important de les avoir listés, identifiés, et de savoir qui va déclencher la crise. Le chef. Qui est le chef ? Ça va peut-être nous amener sur les sujets suivants, parce que derrière, il y a évidemment de la préparation, de l'organisation, mais sur le déclencheur, soit on a un niveau de maturité avec des grilles de déclenchement, voilà, j'ai tel type d'activité qui est à l'arrêt, donc j'ai une crise, un déclencheur. Et puis il y a le plan B, là aussi, ce que je disais dans cette cellule, si on a identifié en amont un acteur de gestion de crise, le déclencheur est celui qui va poser le niveau, ces crises importantes, moyennes, etc. Il peut être déjà défini à l'avance. Et typiquement, moi j'ai ce rôle à la SNCF d'être le déclencheur officiel. Si ça rentre dans aucun cas, qui déclenche ? Mais je dis c'est une crise. Tout seul. Je propose souvent de créer une sorte de ce que j'appelle la cellule qualification cyber, mais c'est une boucle signal par exemple, où on va mettre 2-3 profils comme ça, un peu variés, et qui permettent de discuter entre eux, parce qu'il n'y a rien de plus difficile pour quelqu'un unique de prendre sur ses épaules la décision de déclencher la crise, parce que souvent ça veut dire on arrête le business, on arrête la prod, parfois ça va pas repartir facilement, donc peut-être qu'une cellule comme ça, juste signal, juste dire bon les gars voilà ce qui nous arrive, qu'est-ce que vous en pensez, ça permet à la fois de se couvrir et d'être un peu rassuré. On le fait en réalité, et c'est essentiel parce que nous on positionne un niveau d'engagement à chaque fois, on a 7 niveaux d'engagement, et donc quand on va dire il y a une crise, on va dire de niveau 2, de niveau 3, et derrière, c'est pas les mêmes ressources, les mêmes équipes qui interviennent. Et donc, on a un petit boucle avant. Est-ce qu'on va au niveau du COMEX ou on s'arrête avant ? Enfin, il y a ce genre de choses. Et alors, dans l'administration, vous avez aussi l'autorité qualifiée pour la sécurité des systèmes d'information. Et en fonction de la forme que prend l'administration, eh bien, c'est lui qui décide de déclencher la crise, parce que ça ne va pas être un préfet de police, ça ne va pas être un ministre qui va déclencher la crise. C'est forcément quelqu'un qui est technique, et les éléments déclencheurs sont connus. Et donc, c'est lui qui doit rassembler et dérouler le plan pour armer la cellule. Et donc, on revient identification des acteurs de la crise, collectif de crise. Ok, merci beaucoup. Alors là, on a parlé crise avec beaucoup de concepts qui sont applicables à tout type de crise, ou en tout cas de crise IT. Quid d'une crise d'origine cyber, des investigations qui vont autour et des éléments, des éléments techniques spécifiques à un scénario cyber. Je prends, qui prend ? On avait prévu Anne et Jérôme ensuite. C'est bien ce que je dis, on a sauté 3 pages. Donc, les investigations et les spécificités de la crise cyber, c'est à peu près notre... au début, on se rend compte, je vais te dire ce que tu disais, déjà, il n'y a pas de plan, il n'y a rien. Donc,
pour pouvoir faire des investigations, il faut avoir des traces. Malheureusement, dans, je dirais, un nombre très important de cas, on n'a pas de traces. Donc, soit on n'a pas pris le bon abonnement pour garder les logs parce que ça coûtait trop cher. Donc là, il faut bien que vous voyez qu'en fait, c'est en fonction des ressources qu'on y consacre et donc de la taille de l'organisation. Il n'y a pas des choses qui sont vraies pour tout le monde à l'instant T. Donc, la plupart du temps, on n'a pas de traces. Donc ça veut dire que quand même, hormis dans le CAC 40 ou dans les grosses boîtes, une fois qu'on vient nous trouver, ou même si on ne vient pas nous trouver, comment investiguer si on n'a pas les traces? Bon. Si on a les traces, il ne faut pas marcher dedans. Comme une scène de crime. Si je commence à pourrir ma scène de crime, je ne vais pas pouvoir recueillir les éléments indispensables pour identifier qui a fait quoi et comment. Bon. J'ai eu une affaire où on a mis un temps fou à dépatouiller justement les traces qu'on nous avait fournies. Parce qu'on avait eu la bonne idée de copier l'attaque, si je peux dire, sur le serveur de la société. Donc, personne ne s'en était rendu compte. C'est que mes fonctionnaires qui se sont rendus compte en regardant les traces, en disant mais c'est pas possible, c'est complètement incohérent ce qu'on voit. Et là, on s'est rendu compte que, au lieu d'aller acheter un disque dur neuf pour pouvoir copier les traces, ils avaient carrément copié sur le serveur et en nous donnant les traces ensuite sur le disque dur qu'on nous avait donné, ils avaient tout copié. Donc, je rappelle qu'il vaut mieux avoir un support vierge si vous devez fournir des traces, parce que la plupart du temps, c'est quand même assez important pour ça. Je passe, quand on est en début de crise, qu'il faut débrancher le câble réseau, mais ça, et pas l'électricité, parce que sinon, ce qu'on était en train de faire, ou tout ce qui était en train de s'effectuer, ça va disparaître et on perd des traces de l'attaquant, en fait, en même temps. On se rend compte qu'on a rarement la cartographie du système et il faut qu'on demande aux entreprises de faire un dump de leur système, de dupliquer tout ce qu'ils ont fait pour que ce système soit, au moment de l'attaque, qu'on puisse le comparer avec celui en remontant dans le temps, si on a des sauvegardes propres. Bon, et ça, c'est encore, ils en parleront tout à l'heure, je ne vais pas tout faire. Et donc, les traces, ça va dépendre de la finalité du besoin que vous allez identifier. Si vous devez prendre un abonnement, je me souviens au début de Microsoft 360, les entreprises venaient nous trouver, on essayait de demander les traces à Microsoft, qui nous a envoyés au plot. Donc on s'est disputé bien souvent, mais on a fini par comprendre qu'il y avait vraiment un problème d'abonnement à la conservation des logs. Nous, niveau de licence, souvent sans une licence E5, voilà. On ne va pas avoir les bonnes traces, qui sont souvent des traces utiles ensuite pour l'investigation, malheureusement. Donc, besoin de logs et des copies de sauvegarde propres. Allez, oui, vas-y. Tu es président, tu as tous les pouvoirs. Là, tu parles de traces pour une enquête. Oui. Est-ce que du coup, il y a besoin de validation légale? Quel type de traces il faut? Alors, dans l'enquête... Parce que si c'est une enquête, alors, les traces, j'allais dire, elles sont toutes recevables à partir du moment où elles sont recueillies avec loyauté, transparence, qu'elles sont nécessaires à l'enquête et puis qu'elles seront soumises par la suite au contradictoire. Au début, on ramasse les traces qui nous semblent nécessaires en fonction de ce que vous avez vu dans vos systèmes. Si c'est un rançongiciel, parfois on sait tout de suite que c'est tel groupe, ce qui permettra d'ailleurs de faire servir le service qui a toutes les attaques de ce groupe-là. Ensuite, si ces traces si elles existent, encore une fois, j'insiste, tu pourras... redis-moi ta question, là. Non, mais c'est là, ça. C'est ça, oui. Ensuite, ces traces-là, nous, avec ces traces, on va voir si elles sont nécessaires à identifier les personnes, etc., quel groupe, quoi. On va les transmettre au procureur. Le procureur va voir s'il les transforme en charge contre une personne identifiée. Bon, je prends un cas facile, un collaborateur qui a fait les choses. Bon, on identifie la personne. Le procureur va dire, celui-là, je vais le déférer à la justice. Et le seul qui va accepter la trace ou pas, c'est le juge. Parce que c'est le juge qui va décider. Donc,
la recevabilité des traces, j'allais dire, pour vous, c'est pas un problème, sauf que la méthode et la traçabilité, ben, ça va nous aider à recueillir des traces propres. Voilà, dans la loyauté. Et c'est une transition parfaite sur le deuxième point, qui est que vous ne pourrez pas vous en sortir sans CERT. Sans un CERT, sans des gens qui soient formés à l'investigation numérique. Donc parfois vous avez un CERT en interne, c'est très bien. Très souvent vous n'avez pas de CERT. Et moi je suis arrivé sur des crises tardivement, à la demande d'un assureur tardivement. Et en fait les équipes IT pensaient qu'ils pouvaient mener l'investigation. Et c'est faux. Si vous n'avez pas les bons outils, si vous n'avez pas les bonnes pratiques, et si vous n'avez pas l'habitude de faire ça, vous allez polluer plutôt la scène de crime, vous allez rater des traces. Donc il faut vraiment, et ça c'est ultra important, et on parlait de préparation, on y reviendra, il faut savoir qui vous allez appeler, c'est-à-dire quel CERT vous allez appeler. Et sans CERT, moi en tant que pilote de crise, j'ai refusé d'aider des clients, j'ai refusé de gérer des crises parce qu'il n'y avait pas de CERT disponible, et que sans CERT on ne fait rien. Alors, on reviendra peut-être tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on attend du CERT, mais il est essentiel au moins de savoir en préparation quel CERT vous allez appeler, si possible de contractualiser à l'avance parce qu'ils sont souvent bookés à 120%, donc c'est difficile au pied levé de trouver des investigateurs. Mais clairement, sans CERT, vous n'avez pas les deux éléments absolument essentiels qui vous permettent de remonter. Là encore, hein, et je vous renvoie à la vision de l'ANSSI qui est assez claire là-dessus, sur les différentes étapes qui vont timer votre réponse à incident, votre sortie de crise. Il y a un moment où on va d'abord prélever des traces, on va analyser ces traces-là et on ne va pas reconstruire tout de suite. C'est d'ailleurs le truc le plus difficile à faire comprendre au COMEX, c'est de dire non, on ne repartira pas dans 48 heures. Dans 48 heures, on sera encore en train de prélever des traces et on va les analyser. Et donc, je vois que tu as des choses à rajouter, clairement. Il y a 2 points, voilà pour moi les 2 points essentiels qu'on doit attendre de tout CERT, et vous verrez que vos équipes ne sont pas taillées pour ça si vous n'avez pas vraiment un CERT en interne. C'est avoir une date, d'abord avoir des traces qui puissent être transformées en signature, donc vraiment des indicateurs de compromission, des choses que vous allez pouvoir transformer en signature dans votre DR, ou si vous n'avez pas de DR, ça arrive encore, vous allez en acheter un d'ailleurs probablement après, très fortement, mais le CERT va pouvoir vous donner un outil qui va pouvoir balayer l'ensemble du système d'information à la recherche de ces traces-là, donc il faut des traces, il faut des indicateurs de compromission, ça se formalise, ça se trouve, ça se manipule, donc c'est impératif, c'est ce que vous attendez du CERT, vos équipes ne peuvent pas le faire. Et le deuxième élément qui est ultra important, c'est la date de première intrusion. Parce que sans date de première intrusion, vous ne savez pas quels sont les backups que vous allez pouvoir récupérer ou pas. Vous ne savez pas si tel backup peut être réinstauré tout de suite en l'état, ou si tel backup, il est essentiel, il est critique, mais il est après la date de première intrusion. Et dans ce cas-là, il faut appliquer des procédures, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a des procédures évidemment de blanchiment, des procédures de contrôle. Et ça, vous allez le faire dans un VLAN isolé avant de réinstaller les machines. Donc, des indicateurs de compromission, c'est essentiel. Une date de première intrusion, c'est essentiel. Et clairement, si vous n'avez pas de CERT, vos équipes ne sont pas formées à ça et ne pourront pas le faire. Elles peuvent être sauvées par la gendarmerie ou la police quand même, hein, parce qu'ils ont quand même des équipes, j'allais dire 24-24, pour un gros coup. Tant pis, soit la plainte n'est pas vraiment nécessaire à l'action. Vous pouvez déjà dénoncer les faits, et même en cas de rançon judiciaire, vous dénoncez les faits tout de suite au procureur, et ils ont une adresse de permanence, et que je vous donnerai, puisqu'ils sont compétents nationalement. Donc, ils peuvent dire, voilà, je saisis un tel, ou ça va rester à tel parquet à Bordeaux, Marseille. Oui, mais ça sera sur un temps un peu plus long et ça va pas permettre, ça va permettre à l'IT ensuite de passer dans la phase de remédiation et de reconstruction du SI. Et notre conversation montre bien qu'il y a en crise un sujet, c'est qu'il y a rapidement une situation de chaos qui va se créer avec plusieurs personnes qui viennent dire il y a ça, il y a machin, etc. Et donc j'insiste tout à l'heure en disant il y a des thématiques, et on en a beaucoup parlé ensemble, de compréhension de l'attaque, qui vont amener les questions du CERT et d'un élément qui est essentiel et difficile à expliquer à tous les métiers qui veulent redémarrer leur activité, à savoir, je n'ai pas encore compris l'attaque, la date de première intrusion, est-ce que mes sauvegardes sont saines, etc. Et donc il y a un temps d'attente qui va devoir être demandé par le stream ou l'équipe de compréhension. Et donc il faut créer dans votre collectif de crise un espace pour que ces différentes priorités puissent être discutées. Ce n'est pas une conf technique, c'est une conf décisionnelle dans laquelle vous devez avoir
un retour formalisé ou compris de la compréhension de l'attaque. Mais à côté, vous allez avoir les DSI qui vont dire je ne peux pas attendre parce que j'ai une pression métier. Vous allez éventuellement avoir des métiers qui vont revenir. Vous allez avoir les obligations légales qui vont dire on est en retard ou on commence à arriver vers la date limite de déposer de plainte, machin, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on va porter plainte ou pas. Et donc il y a tous ces débats qu'il faut organiser au-dessus de la compréhension technique des différents sujets. Et ça, c'est essentiel d'essayer de cloisonner au sens organisé, pas empêcher le dialogue, mais mettre des éléments techniques pour aller sur ces différentes thématiques. Et tout ça, ça peut se préparer. On fait des ateliers avec des entreprises où on prend toute la DSI, on leur explique ce qu'est vraiment la crise quand c'est le chaos, comme tu dis. Voilà, ça va être le chaos, voilà comment on va procéder, voilà ce que vous devez attendre, voilà comment ça va se passer. Et on fait ça avec des COMEX aussi, en disant voilà pourquoi vous ne pouvez pas demander à votre DSI de redémarrer dans 48 heures. Et vis-à-vis du COMEX, et là, la deuxième difficulté, comment on arrive organisé, donc il y a tout un temps de préparation, d'entraînement, etc. Comment on arrive organisé au COMEX pour qu'il n'y ait qu'une voix qui vient dire côté numérique, notre situation c'est ça intègre tel risque, tel risque, tel risque, on va le couvrir, on peut faire ci, on peut reprendre de l'activité, on va s'inscrire dans tel plan métier. Et on doit aller sur ce terrain-là. Une cellule de crise décisionnelle, donc généralement c'est un petit ensemble du COMEX avec quelques spécialistes métiers. C'est 80% de démocratie où on écoute tout le monde. Il faut vraiment que ça soit très flat parce que tout le monde a de quoi doit pouvoir abonder, donner sa vision. Et c'est 20% d'autocratie parce qu'à un moment donné il y a quelqu'un qui décide. Voilà. Mais c'est pas une démocratie sur tout le long. On n'est pas là pour être sympa. Donc 80% du temps on va écouter tout le monde, on prend tout en compte et il y a 20% du temps il y a le patron qui décide en fait. Et donc il faut le piloter et l'organiser en amont. Parce que ça, naturellement, ça ne va pas se faire tout seul. Si en entrée en crise, vous n'avez pas identifié ces acteurs, ils n'avaient pas construit cet espace de dialogue, que ça soit technique ou décisionnel, il va se faire de toute façon. Et là, la crise va être encore plus dure à gérer parce que se fera de manière désorganisée, en parallèle. Et là, vous aurez une crise à la crise, j'ai envie de dire. Alors, on avance un petit peu. On va reparler préparation parce que c'est super important et c'est vraiment le point sur lequel on voudrait appuyer aujourd'hui. Axel, tu as mentionné plein de thèmes qui viennent dans le chaos de la gestion de crise et qu'il faut traiter. Il y en a un que tu as évoqué tout au début, mais sur lequel je voudrais qu'on revienne, c'est la communication. Qui en général, il y a une forte pression, elle peut être interne, elle peut être externe. Très très rapidement, comment est-ce qu'on peut gérer ça là? La question s'adresse à tout le monde et puis en fonction des expériences que vous avez. Alors, je vais répondre rapidement parce que je sais que Jérôme a des points sur lesquels il veut aller. Ça se prépare en identifiant déjà en amont avec la com qui est la garante de la communication du groupe et donc il y a un dialogue en amont à faire sur qu'est-ce que c'est qu'une crise cyber par rapport à une situation. Donc il y a tout ce travail en amont à faire et après la com elle parle à certains publics selon votre société. Mais il y a plein d'autres personnes à adresser. Il y a vos partenaires, vos prestataires, vos agents, la communauté des experts, les structures de l'État et évidemment la com, elle a ses priorités. Donc tout ça, ça se travaille en amont et je ne vais pas aller plus loin pour laisser la parole à Jérôme. Donc la com, alors juste pour faire un point où on en est dans la cinétique de la crise là, finalement, vous avez identifié le déclencheur de la crise, vous avez décidé de passer en crise, donc vous avez mobilisé une cellule décisionnelle, une cellule opérationnelle, donc tout ça vous l'aviez préparé a priori. Grâce à votre annuaire que chacun voilà, dans sa poche exactement. et pas et là finalement la cellule décisionnelle se réunit, commence à prendre le contexte, c'est là où c'est intéressant, elle va s'appuyer sur la cellule opérationnelle pour prendre ce contexte là. La cellule opérationnelle sait ce qui va pas, c'est à peu près ce qui s'est passé. Et là, la cellule décisionnelle va lancer plusieurs streams de communication. Dans les premières 48-72 heures, on ne va pas communiquer énormément. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un stream communication publique qui, lui, est quasiment le moins, à moins que vous soyez très exposé, que votre crise se voit tout de suite, publiquement, massivement. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a d'autres questions à se poser, mais je pense qu'à ce moment-là, si vous êtes critiquable, très exposé, que c'est massif, vous devez immédiatement faire appel à une agence de communication de crise, parce que là, ça va être des équipes spécialisées qui vont venir vous renforcer. Donc c'est un cas un petit peu à part. Mais sinon, la communication publique, j'aurais tendance à dire, on s'en fout dans les premières 48-72 heures. Ensuite, il y a la communication interne.
deuxième stream, communication interne. Communication externe, c'est les mêmes choses qu'on va dire entre les 3 streams que je vais vous présenter, parce qu'on ne peut pas avoir des axes de communication différents, parce qu'évidemment tous sont susceptibles de fuiter, et si on voit que c'est pas tout à fait les mêmes selon les axes, vous allez passer pour des charlots ou des menteurs. Donc c'est à peu près les mêmes informations, simplement on va adapter des choses. Pour les salariés, ce qui est important, c'est de prendre en compte l'aspect psychologique. Beaucoup de salariés subissent la crise comme un viol, ne supportent pas l'idée que quelqu'un... Alors soit ils sont à la DSI et c'est un affront personnel parce qu'on est allé marcher sur leur SI et s'essuyer les pieds sur leur SI. Mais au-delà de ça, beaucoup de salariés vont conserver une copie de leur livret de famille, une copie de leur passeport, des choses personnelles sur leur poste de travail. Et quand on leur explique que tout ça c'est fuité et que c'est quelque part dans l'Est et ça va être utilisé pour faire des faux, ils le vivent très mal. Donc il y a ça à prendre en compte. Il y a à prendre en compte tout l'aspect activité chômage. Est-ce qu'il va y avoir une perte d'activité? Est-ce que la société va mourir? Est-ce que voilà, tout ça c'est des choses qui sont spécifiques à la communication salariée, et en même temps la base est la même. Hein. Voilà ce qui nous arrive. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi, mais il faut quand même... C'est plus une maladie honteuse de subir une attaque informatique. Avant, c'était une maladie honteuse, on essayait de cacher ça, etc. Aujourd'hui, c'est plus une maladie honteuse, ça arrive à tout le monde, ça va arriver à tout le monde. Donc, il faut vraiment avoir ce discours qui est très désinhibé, de dire, voilà, nos équipes ont identifié ceci, on suspecte cela, on est en train de vérifier, on travaille avec des spécialistes, voilà, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Et le 3e stream, c'est celui qui, à mon sens, est le plus important, c'est celui de tous vos prestataires, partenaires, clients, critiques. Donc ça aussi, il faut les connaître, ça veut dire qu'il faut les recenser. Pour les prestataires, les gens avec qui vous avez des échanges de machine à machine, avec qui vous avez des interactions numériques, il faut vraiment les avoir recensés, il faut vraiment avoir des contacts déjà à l'avance. Et ce qu'il faut, le but, c'est que tous ces gens-là vont se couper de vous, vont s'isoler. Hein. Vous êtes paria, donc ils vont sur leur plateforme email, ils vont refuser tous vos emails. Donc vos salariés ne vont plus pouvoir travailler avec ces gens-là. Si vous avez des échanges de fichiers en FTP ou déposer des fichiers, etc., tout ça c'est fini. Même si vous avez de l'EDI, c'est des fichiers à plat, les systèmes vont être coupés, donc vous ne pourrez plus passer des commandes, recevoir des commandes. Donc vous allez être complètement isolé. Et l'enjeu à ce moment-là, c'est l'enjeu métier, hein, l'enjeu de survie de l'entreprise, c'est de retrouver la confiance de vos partenaires le plus rapidement possible pour qu'ils acceptent de travailler avec vous à nouveau. Et cette confiance, la confiance, c'est de la drague, c'est de la communication. Il va falloir montrer que vous êtes beau, propre, sain. Et pour montrer ça, moi, l'astuce que j'ai, c'est que vous ne pouvez pas montrer ça à tous vos partenaires. C'est quand j'ai été sur des crises où il y avait 60 partenaires majeurs qui demandaient tous les mêmes choses. Imaginez si vous devez passer 1 heure à leur expliquer à chacun ce qui s'est passé. Vous avez au moins 60 heures dans la semaine qui sont parties. On ne peut pas se permettre ça. Et donc l'idée, c'est de créer une sorte de newsletter un petit peu sur laquelle on abonne les gens, qu'on diffuse de manière sécurisée. Et cette newsletter couvre 90% de ce qu'ils ont à savoir. Où on en est, quel est l'état des lieux, où on en est, qu'est-ce qu'on suspecte pour le moment en termes d'origine de l'attaque, est-ce qu'il y a de la donnée qui a fuité, et qu'est-ce qu'on fait surtout pour remettre les systèmes en place. Et ça va permettre. Et ça, c'est vraiment de CERT à CERT, c'est de SSI à SSI. Seulement quand les techniciens en face vont comprendre ce que vous leur dites, que vos techniciens à vous, le CERT qui vous accompagne, leur disent, voilà, on a isolé de telle manière, on est en train de remonter la dé de telle manière, etc., etc. Ils vont pouvoir dire aux gens au-dessus, ok, c'est géré par des professionnels, on peut avoir confiance. Et vous allez rouvrir la discussion, vous allez rouvrir les échanges, les emails, beaucoup plus facilement. Alors peut-être sur des périmètres un peu plus limités, mais au moins assez rapidement, vous allez pouvoir reprendre un peu d'oxygène. Et c'est le but, et on le disait au début, hein, la crise, c'est le chaos. Il n'y a pas de bonne solution. Donc, faut pas attendre, faut pas être totalement entier en disant moi je ne repars pas tant que tout ne repartira pas entièrement. Je veux que tout le monde puisse lire mes emails. Non. Donc déjà, si sur un petit périmètre on arrive à avoir des gens qui sont capables de refaire un peu de business, de reprendre un peu dans un format un peu dégradé, de reprendre des commandes, etc., c'est déjà bien. Et ça, cette newsletter, le fait de pouvoir dire à tous vos partenaires, c'est géré par des professionnels, on fait ce qu'il faut, c'est de la bonne pratique, regardez, voilà ce qui est exactement en train de se passer, ça vous y aide. Donc ça, c'est pour la communication. Voilà. Merci Jérôme. Je voudrais qu'on reparle un petit peu préparation. On a déjà évoqué pas mal de contours un petit peu avant. Préparation aussi bien au niveau technique qu'organisationnel. Est-ce qu'en quelques minutes, vous pouvez donner quelques éléments, peut-être quelques quick wins, il doit y en avoir quelques-uns, et puis des éléments sur lesquels travailler à plus long terme pour se préparer à ce type d'éventualité. Moi, je ne sais pas si c'est un quick win, mais en tout cas, quand on est devant la masse de sujets qu'on a devant soi, on se dit mais c'est impossible de traiter tous les streams avec tous les sujets en même temps. Enfin, on se dit on en a pour un plan quinquennal de gestion de crise. Donc selon votre niveau de maturité, vous pouvez y aller avec des KPI, etc. Évaluer tous ces niveaux. Ça, c'est une question d'organisation. On n'a pas tous les mêmes structures. Par contre,
Pour commencer, moi, ce que j'invite à faire, c'est de prendre un sujet borné. Par exemple, j'ai une demande de rançon dans une filiale. Je dois organiser une newsletter ou un type de com avec des prestataires. Des sujets bien précis. Et de se dire, dans une situation de crise, je vais gérer les 2, 3 ou la première journée de crise en 1 heure de réunion, 2 heures d'exercice sur table. Ça va permettre d'identifier les acteurs et d'avoir les premiers réflexes. Parce qu'une fois que vous allez lancer le stream avec les bonnes personnes, en crise, dans le chaos, ça va être une zone où les gens vont se dire ça c'est les bonnes personnes, ils vont avancer. Et donc il y aura une certaine efficacité qui va se faire derrière. Donc il ne faut pas partir en se disant je vais gérer les 15 jours de crise. Vous partez sur voilà, j'ai mes 2 premières heures. Qu'est-ce que je fais pendant mes 2 premières heures? Voilà, rien que ça, rien que cette question. Et vous faites un exercice de 1 heure, 2 heures, et vous le faites plusieurs fois. Ça va à chaque fois lever des questions en disant mais il me manque un truc. Et vous allez professionnaliser ce début. Et je vous invite à partir là-dessus sur des petits bouts, de vous faire accompagner éventuellement, mais de ne pas partir sur je vais gérer une crise rançon logicielle. Souvent on voit ça avec du début jusqu'à la fin, jusqu'à la sortie de crise, etc. Un exercice d'une journée qui va durer 3 mois de préparation. C'est très intéressant, c'est rassurant. Et ça, c'est à faire plutôt quand vous avez déjà passé ces moments-là. Et donc je vous invite vraiment à réfléchir au tout début, qu'est-ce que je fais dans chacun de mes streams et c'est quoi mes premières actions. Et quand vous avez fait ça, déjà, vous allez avoir un niveau de confiance qui va monter, de sérénité en crise qui va monter, et tout le monde va identifier les acteurs de la crise dans le groupe. Complètement, et on en revient à ce qu'on disait, hein, les quick wins, c'est faire des choses que vous pouvez faire rapidement sans trop de budget, mais qui sont efficaces. Et typiquement, on a coutume de dire, l'enjeu sur une crise, c'est de mettre les bonnes personnes réunies dans la bonne salle avec les bons outils. Et ça prend juste quelques heures en fait. Et s'entraîner à ça déjà, c'est énorme. Parce qu'après, quand vous avez les bons cerveaux, qui ont les bons outils, qui sont au calme pour réfléchir, vous allez pouvoir partir sur tout. Alors ça sera peut-être le mot de la fin, mais toutes les crises que j'ai gérées étaient impréparées. C'est-à-dire toutes les boîtes que j'ai aidées étaient vraiment dans le chaos, coincées, enfin des usines à l'arrêt, vraiment très mal, n'avaient rien préparé et on s'en sort quand même. Donc le fait que vous soyez là et que vous ayez envie de commencer à vous préparer, c'est un luxe énorme de pouvoir se préparer. Donc prenez-le comme ça. Prenez-le comme ça. Si ça vous tombe dessus demain, vous n'êtes pas préparé, on va quand même s'en sortir, mais ça va être dans la douleur, le sang et les larmes. Maintenant, si vous avez 6 mois, 1 an devant vous, c'est un luxe génial. Prenez-le comme ça en fait. Et allez-y petit à petit en fait. Sachant que par définition, la crise, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'elle va frapper. Donc bon, tout ce qui est fait n'est plus à faire, autant l'anticiper dès maintenant. J'en profite, j'ai assisté hier à un meet-up de l'ANSSI très intéressant sur le sujet de la construction de son plan de remédiation, qui nous ont rappelé aussi qu'il y a plein de ressources sur le site de l'ANSSI, des livres blancs par chapitre, par thème, etc. Donc ça peut aider aussi à commencer des premières actions de préparation à une reconstruction et un plan de remédiation. Jérôme, tu disais effectivement peut-être le mot de la fin, toutes les crises que tu as gérées, il y avait rien, personne n'était préparé. Donc quelques conseils de tous les trois sur effectivement, si une crise survient, une crise énorme et qu'on n'a rien du tout, mais vraiment rien, peut-être même pas de backup et en tout cas pas d'organisation de crise, que faire ? Une fois ce moment passé, qui est un moment normal, hein. Là, faut être détendu. Hein. Je suis à SNCF le 26 juillet à 5h du matin. Pourtant, on en fait des crises toute l'année. Il y a eu quelques secondes de ah oui, ça va être une grosse journée. Et il y a eu un petit moment dans la salle, et puis après, tout le monde est parti. Donc, nous, dans ce cas-là, on reprend ses réflexes et on se fait accompagner. Il y a l'ANSSI, le 3218, si vous êtes dans ses bénéficiaires. Donc je s'applaudit l'ANSSI. Il y a Cybermalveillance qui a mis récemment le 17 Cyber. Alors là, c'est pas de la téléphonie, c'est un chat. C'est un chat qui va sortir prochainement, tu as raison, qui va enrichir le parcours qui est actuellement sur cybermalveillance. Mais ça dépend de votre activité et de si vous dépendez plus de l'un ou plus de l'autre. Et dans le doute, faites les deux. Enfin, c'est mon conseil. Je vais revenir juste un petit peu en arrière pour mon mot de la fin. C'est que dans la communication, n'oubliez pas que vous avez des obligations légales et que si vous avez des données qui sont exfiltrées, vous avez 72 heures
dans le meilleur des cas, pour prévenir la CNIL. Sauf qu'on se rend compte que, par exemple, dans la crise de Boulanger, ils ne se sont pas rendus compte tout de suite de ce qui avait été exfiltré. Donc, il va falloir prendre la tâche avec la CNIL, leur dire, ben voilà, on cherche, mais on ne peut pas trouver tout de suite, on doit attendre, et là, ça fonctionnera. Non seulement vous prévenez la CNIL, mais vous devez aussi, en fonction de la divulgation des données qui a été faite, si elles ne sont pas chiffrées, par exemple, là, il faut envoyer un mail à tous vos clients. Vous avez tous reçu pour Boulanger. Mais bon, c'est pas pour les stigmatiser, parce que je les connais pas du tout. D'ailleurs, je crois qu'on le fréquente pas au Cézanne, le RSSI de Boulanger. Ça serait une idée. Si vous le connaissez, vous pouvez lui dire qu'il peut venir se rapprocher de nous. Et puis, bon, par rapport à l'ANSSI, si vous êtes un secteur essentiel ou critique, il faut bien évidemment les prévenir tout de suite de l'intrusion. Et puis vous verrez à gérer avec eux, parce que en cas de rien du tout, enfin, ça m'étonnerait qu'on ait rien du tout quand on ressort de ces secteurs. C'est assez rare, hein. En cas de rien du tout, il y a quand même, pour la gendarmerie, la brigade numérique qui va vous dire allez à tel endroit, et le commissariat, c'est pas la peine de vous y précipiter, hein. Mais ils auront toujours quand même le tuyau. Mais cybermalveillance, moi je crois que c'est le meilleur des trucs. C'est pour ça que je disais, selon votre taille et votre organisation, il faut vraiment... mais quand on est une grande structure, un OIV, on a normalement déjà ces relations avec l'ANSSI, mais c'est le 3218, le CERTFR, et c'est un mode pompier qui va vous accompagner dans la crise. Si vous êtes pas dans ce format-là, PME, etc., et vous avez l'ensemble des certes de région, vous avez l'ensemble des structures qui vont pouvoir vous aider, vous avez cybermalveillance, vous avez tout un écosystème qu'évidemment vous avez travaillé en amont, mais si vous ne l'avez pas, appuyez-vous sur votre CERT régional, sur les CERT d'activité, sur cybermalveillance. Cybermalveillance, si vous êtes une structure plus petite, il y a des fiches conseils dessus qui sont très bien faites, mais ça dépend de votre taille, hein, de criticité. Et puis bien prochainement, il y aura aussi une assistance au parcours de judiciarisation. Donc là, on est plus dans le mode police-pompier. Police, moins pompier. Hein, ça ne va pas vous aider à sortir de la crise, à redémarrer votre usine. En tout cas, à court terme. Et si vraiment la situation est vraiment critique à ce point, c'est-à-dire que vous n'avez plus rien, ni backup, ni organisation, ni accès à vos fichiers, etc., don't panique déjà. Il est très rare de ne vraiment pouvoir rien récupérer. Il fut un temps où, même si vos backups étaient chiffrés, les attaquants ne s'embêtent pas à tout chiffrer. C'est long, hein, c'est coûteux, ça prend vraiment du temps de chiffrer, c'est de la ressource. Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils chiffraient le début des systèmes de fichiers, ils chiffraient la fin, et puis ensuite ils chiffraient des bandes de 100-150K tous les X gigas, en fait. Ce qui fait que avec les bons outils, les bonnes sociétés, évidemment, c'est pas nous qui faisons ça, mais il y a des labos qui vont vous récupérer 80% même d'une bande chiffrée, enfin d'une sauvegarde chiffrée. Donc déjà, il est rare de ne strictement rien retrouver. Et puis, même si ça fonctionne pas entièrement, à côté de ça, vous avez probablement des salariés qui écoutent rien et qui téléchargent des bases, des trucs, des Excel sur leur poste de travail. Ça en a sauvé plus d'un quand même. Donc ça fonctionne aussi. Encore une fois, la crise, on est sale en fait. Hein. Vous savez, moi je viens du monde de la gestion de crise. Aujourd'hui, je fais de l'audit. Je fais de l'audit PAX, gestion de crise. Et j'ai beaucoup de mal avec l'audit parce que l'audit c'est ultra carré. Et moi, je fais de la crise, on fait du sale quand on est dans la crise. Donc il faut que ça marche en fait. Voilà. Donc on va aller chercher effectivement les salariés, on va les cajoler pour qu'ils acceptent d'accoucher du fait que oui, en fait, j'avais gardé la base RH. Voilà. C'est utile, ça sauve. Voilà. Donc on arrive toujours à s'en sortir. Le seul truc, c'est de dire, c'est un peu comme tous les problèmes, c'est comme l'alcoolisme, reconnaissez que vous avez un problème, c'est le début de régler le problème. Donc dites-vous, je suis en crise, c'est vraiment un problème, on va pas essayer de gérer ça nous-mêmes, c'est pas si grave, il y a des spécialistes qui savent faire, on sait récupérer des données sur des backups qui sont chiffrés, qui sont détruits, on va récupérer une partie, si on récupère pas tout, c'est pas grave, et ça c'est le maître mot de la crise, si on n'est pas à 100%, c'est pas grave, on y va, il faut avancer. Le seul truc qui tue, c'est de ne pas avancer en fait. Et puis ensuite, faites-vous accompagner par un CERT qui va être capable de vous dire, voilà ce qui s'est passé, voilà comment on bloque comment on fait en sorte que ça ne se reproduise pas, comment on fait en sorte que l'attaquant n'est plus là, vraiment, avant de rouvrir l'accès Internet. Surtout écoutez votre pilote de crise. C'est-à-dire quand le pilote de crise vous dit là, il faut vraiment s'isoler, eh bien, isolez-vous. Je sais qu'il y a des enjeux business, c'est des discussions très compliquées hein, de dire on arrête le business là pendant 8 à 10 jours, parce que c'est ça, c'est 8 à 10 jours d'interruption totale. C'est très compliqué, donc après il y a de la négociation, qu'est-ce qu'on peut continuer à faire, est-ce qu'on trouve des modes dégradés, mais ça c'est notre métier. Donc,
Ne pleurez pas vos backups, on peut toujours récupérer des trucs d'une manière ou d'une autre, pas partiellement, pas de manière totale, mais ça fonctionne. Écoutez, alertez, reconnaissez que vous êtes en crise. Surtout, n'essayez pas de continuer à travailler quand vous êtes en crise. On gère la crise. Qu'est-ce qui va nous tuer demain? Donc on gère la crise. Reconnaissez que vous êtes en crise. Et puis le dernier point peut-être, et donc écoutez votre pilote de crise, parce que c'est vraiment lui qui a l'habitude. Il en a vécu des dizaines, pas vous. J'ai fait un peu d'humour un jour chez une victime où j'ai dit, oh, vous savez... pour moi, ce n'est qu'une crise. Pour vous, c'est peut-être la dernière. Bon, ceux qui auront la référence comprennent. Voilà, non, il faut écouter votre pilote de crise parce que lui a l'habitude. Il va vous aider à naviguer. Et ensuite, et j'en termine là. La pire crise que j'ai gérée de manière absolue, mais qui était un point commun chez toutes les crises qui se sont assez mal passées au final, c'était quand il y avait une sale ambiance dans l'entreprise, la culture d'entreprise était mauvaise, et qu'il y avait une culture du déni, c'est-à-dire quand par exemple du côté DSI, on ne veut surtout pas mal se faire voir du COMEX, et donc on va essayer de mettre des trucs sous le tapis, et puis on essaie de faire en sorte qu'on va régler ça entre nous, etc. Ça, c'est ce qui va vraiment faire en sorte que la crise fasse très très mal, coûte très cher. Donc il faut instaurer un climat de confiance, un climat de clarté, dire on est en crise, voilà ce que ça signifie, on va déclencher l'assurance si on en a une, on va prendre un CERT, on va prendre un pilote de crise, on va écouter ce qu'il nous dit, et derrière, tout va se dérouler parce que lui sait qu'on va pouvoir récupérer ça et ça, etc. Pardon. J'ai été trop long, je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à tous les trois pour vos avis. Il nous reste 3 minutes, peut-être un tout petit peu plus, pour des questions, si vous en avez. Vas-y, je t'en prie. Donc Paul, certains me connaissent, j'ai eu à gérer une crise pour le groupe Lactalis. Et je ne bénéficiais pas de l'aide de l'ANSSI, parce que Lactalis ne dépend pas de l'ANSSI. Néanmoins, je les ai quand même appelés, et même s'ils ne peuvent pas venir nous aider, le simple fait qu'ils aient dit oui, vous êtes en crise, et ont donné quelques conseils, a déjà aidé à faire prendre conscience du niveau de crise qu'on avait. Ce qui m'a en revanche étonné, et c'est pour ça que je suis intéressé de t'entendre, Anne, c'est que je pensais qu'à partir du moment où j'avais prévenu la CNIL ou l'ANSSI, la partie policière et juridique se déclencherait. Et en fait, pas du tout. Et donc, on a mis beaucoup de temps, en réalité, à prendre contact avec la police et à partager de l'information qu'on avait déjà donnée ailleurs. Et ça, c'est un retour personnel que j'ai découvert à l'occasion de cette crise. C'est qu'il n'y a pas la communication qu'on imagine au sein des différents... C'est pour ça, si je peux dire juste un truc avant Anne, c'est pour ça qu'en crise, j'insiste sur le stream obligation légale, qui doit être au même titre, mais qui est séparé finalement de la compréhension de l'attaque. C'est d'autres acteurs qui doivent se concentrer là-dessus dès le début, qui doivent être embarqués. Votre DPO doit être embarqué, le service juridique doit être embarqué dès le début pour une compréhension de la situation. Donc il faut travailler avec eux en amont, parce que sinon c'est une catastrophe en termes de dialogue en crise. Mais vous devez travailler avec eux, et eux vont vous dire... le temps passe, c'est bon, ça fait 24 heures que tu charges les gens, maintenant on est au 2e jour, et au 3e, on a commencé à dépasser les 72 heures, etc. Mais tu vois, ça a été fait, on avait il faudra on les était bons en éléments. Contact avec l'ANSSI. Ce qui m'avait échappé, c'est que l'ensemble des preuves données à l'ANSSI reste à l'ANSSI, en fait. Alors c'est aussi une confiance qu'on a particulièrement avec l'ANSSI, c'est qu'on sait que ce qu'on partage avec l'ANSSI reste à l'ANSSI. Mais quand on ne le sait pas, on oublie qu'il fallait faire le même travail auprès de la police. C'est pour ça que j'insiste sur les premières heures de crise. L'ANSSI et les services de police et de gendarmerie partagent. Donc, mais ce n'était pas le cas, ça a longtemps pas été le cas. Oui, il faut le dire à Thomas. Donc pour l'ANSSI, effectivement, on partage à condition que la victime ait donné son autorisation. On ne partage pas par défaut. C'est maintenant justement dans les questionnaires, on pose la question. Voulez-vous que l'on partage ? Et on remplace pas la victime, on ne parle pas à sa place, on ne fait pas de déclaration à sa place, et on la laisse pilote de crise de toute façon. Oui, mais là, on peut partager quand même des informations techniques sans forcément dire d'où elles proviennent. Parce que la vraie question, c'est pareil pour la police. Dans un dossier, je ne vais pas partager avec l'ANSSI. Mais heureusement, il y a quand même des groupes de travail opérationnels, si je peux dire, qui sont plus que chat à mouse. Question. Sur effectivement le sujet que vous mentionnez, la judiciarisation aujourd'hui des listes en région des équipes spécialisées pour les routiers, c'est modèle effectivement pour la gendarmerie avec des personnes bonifiées et l'OFAC. Donc je pense qu'effectivement pour les grosses structures, prendre un peu les contacts pour vous rapprocher d'eux sur ça peut être une bonne idée. Et également pour les structures, je dirais moyennes, effectivement c'est quand même certes régionaux qui existent, en plus du sectoriel, où eux auront déjà des bons contacts régionaux à vous indiquer
Merci. J'avais une question pour Jérôme. Tu citais qu'effectivement, avoir un CERT est indispensable. Tu as parlé beaucoup du pilote de crise. Donc, je ne vais pas te poser la question est-ce que le pilote de crise est le CERT, mais... non, pas forcément, justement. Et donc, ce pilote de crise, pour toi, il est plus efficace s'il est interne, ou il faut aussi, en complément de ton contrat CERT, avoir un contrat de potentiel pilote de crise si ça t'arrive dedans? Pour moi, le pilote de crise est plus efficace en étant externe. C'est un peu comme à l'école, vous savez, ce qui est dit par les parents, on n'écoute pas, ce qui est dit par la maîtresse, on l'écoute. Et puis, il n'y a pas de... C'était il y a 50 ans. C'est vrai. Non, puis il y a aussi pas de sujet de hiérarchie en fait. Et puis de toute façon, le pilote de crise externe, comme je disais tout à l'heure, il a vécu des dizaines de crises. Il va pouvoir apporter une relativisation. Il va pouvoir faire des liens avec des choses qui sont passées par ailleurs. Alors que le pilote de crise interne, il va pas vivre beaucoup de crises, on espère en tout cas. Donc pour moi, c'est plutôt un rôle externe. Ou la dernière. Je mets un petit bémol là-dessus en disant, parce qu'il y a deux cas, ça dépend du niveau de préparation et de votre organisation. Si vous n'avez pas de pilote, en effet, je rejoins un peu ce que tu dis. Ah non, après, il faut quelqu'un en interne qui gère. Voilà. Si vous avez des structures qui gèrent la crise au quotidien, il y a plein d'entreprises en France qui ont ce modèle avec des structures, des gens d'astreinte, etc. et qui sont identifiés dans le groupe pour connaître la société, travailler dessus. Et c'est à la SNCF typiquement le cas, avec toute une production de gestion de crise, avec une chaîne à part, où tous les métiers s'y reconnaissent, ont des représentants identifiés. Et ben là, faut s'appuyer sur. Enfin, c'est même pas faux. Oui. L'entreprise s'appuie dessus. Mais si vous n'avez pas ça, là, vous avez un niveau de maturité parce que vous avez déjà tout mis en place avec des gens à demeure, des gens qui se connaissent, qui travaillent. S'il n'y a pas ce modèle-là, c'est pour ça que je dis, ça dépend. Dans la salle, vous avez tous des modèles différents d'entreprise. Donc, selon votre modèle, si vous n'avez pas, il est bon de se faire renforcer par quelqu'un qui a déjà d'expérience. Pas en interne dans ce cas-là. Voilà. Il ne faut pas prendre quelqu'un qui passe dans le couloir. Et l'identification du pilote, je le redis, est essentielle dans la gestion de crise. L'identification du collectif de crise est essentielle dans la DSI, dans la partie cyber avec le CERT quand il y en a, mais aussi avec les métiers. Et la crise, elle se fait avec les métiers. Hein. C'est pas un truc de l'IT pour l'IT. Hein. C'est vraiment avec les métiers. Et donc, c'est vraiment quelqu'un de l'entreprise. Les personnes qui gèrent les consoles EDR ou antivirus, ils font des full scans de tout le réseau, ça efface. Ça écrase tout, oui. Ça écrase tout, surtout au niveau mémoire. Faites attention à ça. Merci pour le tip. Au niveau mémoire, l'astuce, alors je ne l'ai jamais vu, hein, mais c'est un truc que j'aimerais voir un jour, c'est que en fait, il y a des machines où on ne peut pas se permettre de les laisser allumer pendant la crise, parce que s'il y a un chiffrement en cours, le chiffrement va aller jusqu'au bout, mais il y a des machines où on aimerait pouvoir récupérer le contenu de la mémoire, parce que c'est super utile pour les investigateurs, et donc un quick win de préparation, c'est de se dire, ok, le jour où ça pète vraiment, quelles machines on décide de sacrifier, de les garder pour garder la mémoire. Ça peut être aussi quelque chose qui... Mais je ne l'ai jamais vu, donc ça va peut-être un peu trop long en préparation, mais c'est simple à faire en tout cas. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a donné quelques éléments si jamais vous n'étiez pas 100% préparé à la crise. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.